Quelle est la meilleure stratégie d'attaque pour faire de l'impact en Chine? On ne peut pas faire de l'import-export sans comprendre les réglementations douanières. Il faut s'outiller, mais il ne faudrait pas attendre de tout comprendre avant de se lancer. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, et vous m'avez dit que la douane est beaucoup plus chère en Afrique de l'Ouest au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que si vous restez dans cette logique-là, un Africain, lorsqu'il va comprendre que c'est cher en Côte d'Ivoire, il va se dire oh, pourquoi est-ce que je devrais? Il faut regarder peut-être la douane chez les Libanais. Comment ça se passe chez eux? Est-ce que c'est pas plus cher? Et maintenant, pourquoi est-ce que ces Libanais viennent investir chez nous? Même si c'est autant cher, vous pensez que s'il n'y avait pas de bénéfices, ils ne trouvaient pas leur compte, est-ce qu'ils seraient venus? Ça leur réussit. Hein, ça leur réussit parce qu'ils ont vu qu'il y a du potentiel. Quel que soit ce que la douane leur demande en Afrique ou en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils finissent par rentrer leurs produits, il y a du potentiel. Et comment les autres finissent par voir le potentiel qu'il y a chez nous mieux que nous? Vous voyez des personnes qui arrivent en Afrique, je prends toujours l'exemple chez les Malgré bien. Ils arrivent, ils ont une petite boutique, après le père fait venir l'office, ils regardent un peu comment ça se fait, ils vont l'étude de marché, après ils vont passer d'un supermarché à un autre, après ils ont toute une chaîne de supermarchés chez nous. Et nous sommes là, après 10 ans, nous sommes là, après 20 ans, nous sommes là, 30 ans, nous sommes là, et on ne fait toujours rien. Comment faire du business avec la Chine sans outrepasser les formalités administratives? Bonjour et bienvenue sur le plateau de business avec la Chine, votre émission de décryptage sur toutes les opportunités de business avec la Chine, surtout dans le domaine de l'import-export. Vous l'aurez compris, il s'agit là de la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Et sur ce plateau, nous aurons un invité qu'on ne présente plus. Il s'agit tout simplement d'un entrepreneur, d'un infopreneur à plusieurs casquettes, Monsieur Maxime Oussanga. Bienvenue et merci de nous faire encore l'honneur de nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup à vous et c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de la Chine, mais plus encore des opportunités que ce vaste pays regorge, surtout pour les Africains. D'accord. Vous allez bien ce matin? Je vais bien, je vais bien. La famille? Tout va bien, par la grâce de Dieu. Super. Nous sommes bien portants. Alors, Monsieur Maxime, aujourd'hui, nous allons aborder la question des formalités administratives. Il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises même, qui souhaitent souvent se lancer dans le business avec la Chine, dans l'import-export, mais qui manquent vraiment cette connaissance-là sur les formalités administratives, comment ça se passe, quelles sont les réglementations en vigueur. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous avez certainement la connaissance de ces choses. Vous êtes donc là aujourd'hui pour nous en parler. Qu'est-ce qu'on peut se dire à ce sujet? Alors, je pense que comme tout bon domaine d'activité, il y a une certaine réglementation. Même si on ne va pas rentrer dans les détails, c'est une question de vous donner tout simplement les grandes lignes. Il faut comprendre que lorsqu'on décide de faire l'import-export, il y a deux extrémités. Le pays dans lequel on va importer ou alors on va exporter, il y a ces lois qu'on devrait normalement respecter. Alors ici nous parlons de la Chine et l'Afrique. Donc la Chine aujourd'hui, dans son processus de loi d'import-export ou encore dans le processus de la douane, voilà, des facilitations au niveau de la douane, je pense que la Chine a fait beaucoup de bons. Aujourd'hui, la Chine est arrivée à réduire les coûts de douane de pratiquement 93% en ce qui concerne les marchés extérieurs, en particulier l'Afrique. Donc, il est quand même important de comprendre ça, que la Chine aujourd'hui, c'est le pays dans lequel, lorsqu'on fait le business, on a des taux de douane beaucoup plus réduits dans l'importation des produits ou encore des marchandises. Il y a aussi la réglementation au niveau de nos différents pays. Il y a la logistique. En parlant de la logistique, on va parler peut-être de la Chine. La Chine a mis une très grosse logistique aujourd'hui pour pouvoir accompagner les produits dans les divers pays, de leurs partenaires. Voilà. Je pense qu'on va toucher ça sur l'aspect de la route de la soie. Et la Chine aussi a tellement d'infrastructures aujourd'hui dans la sphère aérienne, dans la sphère maritime et routière et même ferroviaire. La Chine aujourd'hui
Quand on parle de la remontée des produits, peut-être dans les zones qui sont dans les zones peut-être lointaines de la Chine, parce que ce sont vraiment des contrées lointaines de la Chine, on va donc faire remonter les produits vers les ports d'embarquement. Donc, c'est très important de savoir ça. Par contre, en Afrique, on a aussi des réglementations douanières qu'il faut comprendre. On ne peut pas faire de l'import-export sans comprendre les réglementations douanières. C'est les thèmes qui sont en vigueur qui nous permettront, comme ça, là, de faire des importations. Même les interdits aussi. Les interdits, il y a des domaines qui sont exclusivement accordés au gouvernement. Donc, direct, il y a une certaine réglementation qu'il faut comprendre. Il y a la douane, il y a la logistique, essayer de comprendre comment le colis part d'un côté et arrive à d'un autre côté. Il y a quand on parle de la logistique, je pense que le transport est inclus. Donc, direct, c'est très important de comprendre ça. On va pas, c'est tellement vaste, mais il faut comprendre déjà que ces différents aspects-là, l'administratif, vraiment, il faut le suivre ça, bien suivre. Je pense que c'est une thématique après la recherche des marchés, la quête des fournisseurs. Il faut comprendre le domaine administratif qui est très important. Très important. Les formalités administratives, ça concerne les deux extrêmes, c'est-à-dire le pays depuis lequel vous voulez exporter et le pays qui reçoit, c'est-à-dire la Chine et l'Afrique. Au niveau de la Chine, beaucoup de personnes se disent « Ok, d'accord, moi je suis un entrepreneur, je suis sur Alibaba, j'essaie de commander un truc, c'est vrai, c'est moins cher, mais direct avec la douane, ça devient très cher. » Et là, la question qui se dégage, c'est est-ce que tous ces rabais dont vous avez parlé aujourd'hui, ces réductions que la Chine a mis sur pied, est-ce que ça s'adresse à l'individu lambda africain? Est-ce que ça s'adresse seulement à l'État ou alors aux particuliers, aux entreprises? On aimerait bien savoir. En fait, ça s'adresse aujourd'hui à ces deux, je pense, je vais prendre les deux, que ce soit l'État, dans la coopération sino-africaine. Ça s'adresse aussi aux entrepreneurs parce que faut comprendre que seul l'État ne peut pas réaliser tout. Aujourd'hui, les États sont rentrés dans des coopératives avec le gouvernement chinois et ces coopérations-là sont véritablement là pour essayer de développer l'Afrique, surtout dans l'aspect de la construction des infrastructures. C'est très, très important. Mais ces réductions-là s'appliquent aussi aux personnes lambda. C'est-à-dire, quand vous voulez prendre des produits, il faut juste comprendre les Incoterms, International Commercial Terms, qui sont à disposition. Connaître exactement, lorsque je prends le produit, qui aborde la responsabilité, qui a la charge. Est-ce que lorsque j'achète un produit, est-ce que mon fournisseur va m'envoyer ça dans mon port de réception dans mon pays? Et si je suis au Togo, je suis au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Burkina, je suis au Sénégal, voilà. Il faudrait que dans les Incoterms, il y a des thèmes spécifiques qui vont préciser est-ce que c'est le fournisseur qui prend en charge? Est-ce que le fournisseur prend en charge juste le transport de la marchandise jusqu'au port et que le transport du port chinois jusqu'au port de votre pays, c'est vous qui prenez la charge? Est-ce que vous avez dédouané complètement? Est-ce que les services de transport, parce qu'il y a quand même des services qui sont là, des personnes qui se mettent, des intermédiaires qui font le transport des marchandises, est-ce que c'est genre livraison jusqu'à la porte ou alors c'est livraison jusqu'au port? Donc, ce sont ces thèmes-là qu'il faut comprendre. C'est ce qu'on appelle des incoterms. Il faut donc maîtriser ces incoterms-là afin que ça vous permette de véritablement passer votre commande et de savoir où est-ce que votre produit sera livré lorsque vous allez passer la commande de ce produit-là. Parce que parfois, vous pouvez vous dire, j'ai passé la commande d'un produit, c'est fini. Mais après, vous vous rendez compte que le partenaire va vous appeler ou votre fournisseur va vous appeler pour vous dire, écoutez, voici votre produit là, on fait comment? Est-ce que vous venez porter ou vous, de prime abord, vous n'avez pas pris des dispositions par rapport à ça. Et vous vous êtes dit, j'ai acheté le produit très moins cher, mais après, les Incoterms vont véritablement vous suivre. Et il y a des personnes qui se retrouvent comme ça, la marchandise est arrivée au port et on lui demande de venir dédouaner, il dit mais comment? Et le fournisseur lui dit oui, tu avais juste
payé pour le transport et tu n'avais pas payé pour la douane. Ça veut dire que ce sont des choses qui doivent être programmées à l'avance. Tout à fait. Dans le contrat avec le fournisseur. Tout à fait. C'est ça. C'est dans le contrat, quand je parlais, la partie administrative doit inclure ça. Lorsque vous passez une commande, il faudrait toujours qu'il y ait une partie administrative. Parce que dans la négociation, vous devez négocier aussi les thèmes administratifs. Et puis, les thèmes concernant la logistique de ce produit-là. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on négocie ces thèmes-là. On peut faire du bon deal illusionnaire, c'est-à-dire un bon deal dans l'illusion. Et quand on rentre véritablement, on voit que c'était du mauvais deal parce que on a payé le produit, mais on n'a pas payé, on n'a pas inclus son transport dans la chaîne de la logistique pour que ça vienne en Afrique. D'accord. Il s'agit certainement, à vous entendre parler, d'un très vaste domaine qui semble être très profond. Vous offrez des formations certainement pour tous ceux qui voudraient approfondir le savoir sur ces questions, c'est ça? Honnêtement, aujourd'hui, nous nous positionnons comme des accompagnateurs. C'est-à-dire, nous sommes une entreprise intermédiaire, nous faisons dans l'intermédiation et nous voulons véritablement aider les Africains d'abord sur ce point-là, c'est-à-dire que dans l'accompagnement, voilà, nous voulons aider les Africains. Nous pensons que les formations seront après, viendront sûrement. Nous sommes à la quête de la maîtrise du marché chinois, de par la visite comme ça permanente dans la foire de Canton où nous devons aller, parce que après avoir choisi le secteur dans lequel il faut se lancer, on va donc rentrer dans la recherche des fournisseurs où il nous faut véritablement certaines plateformes de recherche. Il faut qu'on rentre dans cette plateforme de recherche et après il faut rentrer alors dans l'évaluation de ce fournisseur-là. Lorsqu'on est évalué, il faut rentrer dans la négociation maintenant. Dans l'étape de la négociation, on commence à parler vraiment de l'aspect administratif. Si nous sommes là sur du court terme, si nous sommes là sur du moyen terme ou encore nous nous projetons sur du long terme. En fonction, les négociations doivent être faites déjà au préalable. Parce que si on est un fournisseur avec lequel on veut faire un long terme, c'est-à-dire qu'on va avoir une longue marche avec ce fournisseur, la base, c'est la négociation, la bonne négociation au départ. Ok, vous avez parlé tout à l'heure dans votre propos, Monsieur Maxime, des coopératives entre les États et ça nous fait bien évidemment tomber sur l'actualité aujourd'hui, notamment le 9e sommet Chine-Afrique. Mais avant d'arriver là, il y a une question vraiment que j'aimerais vous poser, c'est de savoir pourquoi dans nos pays africains, vous avez abordé un cas tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui a commandé un produit en Chine, le produit est arrivé et il se retrouve en train de devoir dédouaner le produit. On aimerait savoir pourquoi c'est souvent aussi cher dans nos pays africains les frais de douane, c'est-à-dire qu'on peut parfois dépenser 3 fois plus d'argent pour la douane que pour la marchandise en elle-même, ce qui fait que parfois les marchandises restent bloquées dans les ports. C'est quoi cette, je ne sais pas si c'est une vindicte, cette rage qu'on a dans nos structures portuaires? Alors il s'agit toujours des réglementations? Alors, je ne vais pas m'attaquer vraisemblablement dans l'aspect politique ou gouvernemental parce que chaque pays a sa réglementation. Mais ce que je peux vous dire, dans ce genre de situation, il faut toujours rechercher là où vous pouvez avoir des pays qui ont des réglementations ou encore qui sont favorables. Et je puisse vous dire aujourd'hui, la Chine, avec des accords qui ont été, l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, est quand même priorisée. Il y a plusieurs pays en Afrique, mais l'Afrique de l'Ouest est priorisée quand même avec des coûts beaucoup plus dilués. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la réglementation de nos pays. Je vais peut-être pas vous couper, mais vous avez dit l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique de l'Ouest, quand on sait quand même que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays là où les taxes portuaires sont les plus élevées. Oui, l'Afrique de l'Ouest, c'est pas forcément tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ah d'accord, la Donc, précision vaut la peine. Quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour vous dire en majeure partie. Oui. Parce qu'on peut aussi dire qu'au Togo, c'est relativement... c'est abordable. Oui. Au Burkina, oui. Voilà. Et comme je disais, chaque pays a sa loi douanière. Oui. Donc, il faut épouser ces lois-là. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne connais pas comment ça fait pour être défini. Mais cherchons toujours à comprendre. Parce que lorsqu'on comprend le secteur dans lequel on est, ça nous évite d'aller droit sur le mur. Donc, il y a des personnes qui c'est parce qu'elles n'ont pas compris qu'elles vont droit sur le mur.
Mais si elles avaient compris, elles auraient eu une alternative. Moi, dernièrement, j'étais étonné de comprendre que, voilà, par exemple, au Cameroun, il y a une ligne, qui est la ligne 94, qui est une ligne aujourd'hui qui est vraiment budgétaire, qui a un gros, colossal budget, qui devrait aider les entrepreneurs dans le développement de leur projet. Mais j'étais étonné. Donc, ça veut dire que si vous ne comprenez pas, et il y a des personnes comme Bertin Chofo, qui est un grand investisseur aujourd'hui au Cameroun, un industriel, il a trimé au Cameroun pendant 10 ans. Il ne savait pas. Il a 12 ans aujourd'hui. Voilà, pendant 10 ans, il ne comprenait pas. C'est à la 10e année qu'il a compris qu'il y avait des éléments de facilitation. Imaginez-vous s'il avait compris ça il y avait 10 ans. Il serait beaucoup plus loin. Donc, parfois, c'est l'ignorance. Et quand vous êtes ignorant, vous subissez. Même dans les pays où on dit que c'est cher, je pense que si vous connaissez et vous comprenez comment ça se passe, c'est très important pour le vécu de votre entreprise ou de votre projet. Par contre, nous aimons généralement nous lancer dans des projets sans comprendre les tenants et les aboutissants. Et après ça, on va se plaindre. On va se dire, non, voilà, ça ne marche pas, telle chose. Non, il faut comprendre. Il faut un peu prendre le temps pour comprendre. Et c'est important. Il y a suffisamment de rouages, certainement, donc il faudra connaître, du moins, un paquet de choses à savoir, une bonne connaissance dont il faudra se doter pour se lancer dans le business avec la Chine, on l'aura compris. Nous revenons donc sur la question de la coopération entre la Chine avec l'Afrique. C'est vraiment quelque chose qui a fait le buzz dans l'actualité récemment, notamment avec la route de la soie, qui est une question aujourd'hui dont on parle. Parce que je crois savoir que toutes les réductions dont vous avez parlé à un certain niveau avec les États, entre la Chine et certains États africains, ça entre dans le cadre de la route de la soie. Parce qu'aujourd'hui, sauf si je me trompe, tous les États africains ne sont pas encore concernés par la route de la soie. Donc sur ces questions, on aimerait vraiment écouter votre point de vue. Déjà, qu'est-ce que ça présage, ce sommet Chine-Afrique, et à quel niveau est la route de la soie pour l'Afrique? Alors, je pense que dernièrement, je regardais encore les analyses graphiques qui montraient véritablement la croissance au niveau de l'import comme l'export entre la Chine et l'Afrique. C'est très important et ça va grandissant, ça ne va pas s'arrêter. Parce que la Chine aujourd'hui est un marché qui a besoin aussi des matières premières, de certaines matières premières que l'Afrique regorge. Et l'Afrique aujourd'hui a besoin de beaucoup de matières secondaires que la Chine produit. Donc, direct, pour moi, ce sont des partenariats très très importants, des coopératives qui sont mises en place. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense que les gouvernements africains, ceux-là qui se sont mis dans la posture de rentrer dans un partenariat avec la Chine, voient quand même des fruits. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, je pense que ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et vous pouvez constater aujourd'hui que les gouvernements africains sont comme asphyxiés. Toutes les coopérations qu'il y a, oui, le gouvernement, ça va bouger. Mais aujourd'hui, il est important qu'on sache en Afrique que tous les États qui se sont développés sont des États pratiquement capitalistes. Là où on donne l'opportunité aux individus, quand je parle d'individus de la sphère domaine entrepreneurial, oui, domaine entrepreneurial, de pouvoir aussi se mouvoir. Donc l'Afrique a besoin aujourd'hui de comprendre, et nous avons besoin de comprendre que nos gouvernements ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Nos gouvernements ne peuvent pas véritablement obtenir tout ce que, de bien tout ce que la Chine peut faire. Mais nous, si on a un mindset aujourd'hui de capitaliste, si nous nous positionnons aujourd'hui comme des entrepreneurs et que nous montrons aux fournisseurs chinois que nous sommes d'emblée et nous voulons véritablement travailler à développer ces marchés qu'ils veulent obtenir, et derrière, avoir des partenariats vraiment, vraiment gagnant-gagnant, je pense que ça sera une très, très bonne chose. Donc, en conclusion, au niveau du sommet, je pense que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire et que les entrepreneurs aujourd'hui devraient comprendre que seuls les gouvernements africains ne pourront pas
Et quand je parle des entrepreneurs africains. Seuls les gouvernements ne pourront pas nous donner le résultat dont nous avons besoin. Et je pense même aujourd'hui que les gouvernements même, tellement ils suffoquent qu'ils ont besoin des personnes comme nous pour pouvoir faire connaître la Chine aux autres, aux entrepreneurs, aspect entrepreneurial, sur l'aspect entrepreneurial. Maintenant, en parlant de la route de la soie, je pense qu'aujourd'hui, c'est une route qui a été véritablement un soulagement pour tous les pays du monde entier. Parce que quand vous regardez la route de la soie, elle dessert l'Europe, elle dessert l'Asie, elle dessert tous ces pays-là, elle dessert même l'Amérique, elle dessert l'Afrique. Et cette route-là, aujourd'hui, elle est exploitée. Pour les pays qui ont compris la force de frappe et l'importance d'être en relation commerciale avec la Chine, cette route, véritablement, c'est une route incontournable. C'est une route incontournable. Donc, tous ces pays, et puis, vous voyez aujourd'hui, l'Inde est véritablement bien positionnée. Vous voyez que l'Inde, ils sont en train de monter en compétence parce que la route de la soie, elle est défaite directement et puis, on va peut-être ruisseler pour arriver en Afrique. Mais ça montre que, comme je disais, le moyen de transport, il est là. La logistique chinoise, elle est là parce que généralement, si on peut avoir la marchandise, on peut avoir tout ce qu'on a, mais si on n'a pas le moyen de pouvoir donner ça aux autres, c'est pour ça que vous comprenez parfois en Afrique, dans nos pays, on cultive des hectares et des hectares de tomates, de maïs, de manioc, voilà. Mais ces vivres-là se gâtent dans des champs parce qu'il n'y a pas les routes. Il n'y a pas de route pour ramener. Mais aujourd'hui, la route de la soie, véritablement, c'est une route incontournable. Et c'est une route vraiment qui dessert pratiquement tout le monde entier en termes d'approvisionnement de commodités, de produits. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la route de la soie, ce n'est plus seulement pour l'échange de la soie, parce qu'on sait que la route de la soie, c'était une route initiée par la Chine pour vendre la soie, qui était un produit vivement cultivé de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est plus une route pour des échanges commerciaux de tout genre. On sait qu'il y a plusieurs pays africains qui n'ont pas encore souscrit à cet accompagnement ou alors à cet accord-là. Qu'est-ce qui retient ces pays-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé tout à l'heure des accords qui étaient insuffisant pour pouvoir vraiment pousser les États africains à se développer. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on sait qu'au 9e sommet Chine-Afrique, beaucoup d'États africains se sont plaints du non-respect des accords avec la Chine, notamment à cause de la pandémie à Covid-19 qui est venue brouiller beaucoup de choses. En ce sens, donc, l'entrepreneur africain devrait tirer l'épingle du jeu. Alors, voici la deuxième question. Est-ce que les accords financiers, les accords internationaux entre la Chine et l'Afrique n'influencent pas toutes ces opportunités commerciales auxquelles l'entrepreneur peut souscrire? Aujourd'hui, la route de la soie, elle dessert vraiment tout le monde entier, de par toutes les commodités, voilà. Maintenant, parlant du sommet, voilà, le 9e sommet sino-africain, je pense que oui, il y a comme j'ai dit, il y a des manquements. Il y a des manquements, mais vous savez, celui qui n'a pas devrait toujours un peu plus marcher que celui qui a, celui de qui il attend. Et si on comprend ça, nous serons véritablement délivrés en Afrique. Pas dans le processus de marche pour être en train de commander, mais le processus de marche dans l'apprentissage. Et pour pouvoir véritablement aspirer à être indépendant. Donc, dans ces accords-là, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais, généralement, les relations inter-pays se joue au niveau de la puissance et l'apport qu'un pays peut apporter à un autre. Ça veut dire que la Chine aujourd'hui ne va pas traiter la Russie au même pied qu'elle traite tout le continent africain.
Vous comprenez? Maintenant que c'est stratégique. Donc, les Africains aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, moi je vais aller, je ne suis pas politique, je veux dire terre à terre, pour que quelqu'un vous estime, il faudrait que vous posez des actes qui prouvent à cette personne-là que vous êtes véritablement le contraire de ce qu'il pense. Ça, c'est clair. Il faut être plus important, il faut être plus productif, il faut avoir ce petit truc de plus. Donc les Africains aujourd'hui, moi je pense pas, ça veut dire que si l'Afrique, je pense même pas, ça veut dire que on ne, comme je disais dernièrement dans un de mes séminaires, que l'Afrique aujourd'hui ne représente pratiquement rien. Or c'est un marché potentiel. L'Afrique ne représente rien. Donc si, en dehors des gouvernements qui sont dans des coopératives avec la Chine, dans des partenariats avec la Chine, si aujourd'hui il y a véritablement des entrepreneurs africains qui se lèvent et qui montrent aux Chinois que on peut faire des choses autrement en Afrique, on ne pense pas seulement consommation, mais on pense aussi production ou encore reproduction et l'extension des marchés. Je pense que même à nos gouvernements, cette approche-là sera utile. Parce qu'au fait, ça va faire en sorte qu'un pays pèse un peu plus. C'est-à-dire qu'en termes de considération, que la Chine se dise, waouh, il y a un groupe d'entrepreneurs africains, il y a un groupe d'entrepreneurs ivoiriens, il y a un groupe d'entrepreneurs camerounais qui se sont mis ensemble, qui font bouger des choses. Et aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a une dynamique. Nous sommes passés de tel chiffre à tel autre chiffre. Voilà, seulement dans leurs activités, ça fait que les Chinois ont un regard beaucoup plus ancré, un respect beaucoup plus pointueux. Et là, les accords peuvent peut-être être modifiés, vous êtes priorisés, on vous donne maintenant des financements à l'avance, parce qu'on comprend. Parce que la relation, c'est d'abord un échange. On doit échanger lorsque nous sommes dans une relation. Je ne veux pas rentrer dans une relation avec vous, sachant que vous ne m'apportez pratiquement rien de bon. La relation devient intéressante parce que je comprends que, au fait, vous êtes stratégique pour mon devenir. Vous êtes quelqu'un par qui je dois passer, vous êtes un canal. Donc, si la Chine a besoin de s'étendre, parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que la force, à l'époque, c'était la force politique, mais aujourd'hui, c'est la force économique. Le plus un pays est fort économiquement, voilà, il a toutes les chances d'être fort politiquement. Ok, Monsieur Maxime, nous tendons vers la fin de notre émission. En une minute, quel est le conseil que vous pouvez donner à un entrepreneur qui vous regarde maintenant et qui veut se lancer dans le business de l'import-export avec la Chine en termes de réglementation et de formalités administratives? Moi, le conseil que je peux donner déjà aux Africains, c'est qu'on arrête de croire que c'est impossible. Tout est possible. Si les autres le font, et c'est parce que les autres ont compris que c'était possible. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Et vous m'avez dit que la douane est beaucoup plus chère en Afrique de l'Ouest au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous savez que si vous restez dans cette logique-là, un Africain, lorsqu'il va comprendre que c'est cher en Côte d'Ivoire, il va se dire, oh, pourquoi est-ce que je devrais? Mais pour comprendre que cette règle-là s'applique sur la Côte d'Ivoire, il faut regarder peut-être la douane chez les Libanais. Comment ça se passe chez eux? Est-ce que c'est pas plus cher? Et maintenant, pourquoi est-ce que ces Libanais viennent investir chez nous? Vous pensez que si c'était autant cher, ils seraient venus? Sûrement pas. Et même si c'est autant cher, vous pensez que s'il n'y avait pas de bénéfice, s'ils ne trouvaient pas leur compte, est-ce qu'ils seraient venus? Ça leur réussit en tout cas. Ça leur réussit. Ça leur réussit parce qu'ils ont vu qu'il y a du potentiel. Quel que soit ce que la douane leur demande, en Afrique ou en Côte d'Ivoire, lorsqu'ils finissent par rentrer leurs produits, il y a du potentiel. Et comment les autres finissent par voir le potentiel qu'il y a chez nous mieux que nous? Ça, c'est dans le contexte de la cherté de la douane. Dans le contexte administratif, c'est-à-dire que les procédures administratives, moi, je pense qu'il faut s'outiller. Mais il ne faudrait pas attendre de tout comprendre avant de se lancer. Parce que on peut s'outiller progressivement, on avance en prenant des risques minimaux et en apprenant.
C'est comme ça que nous sommes en train de fonctionner. On prend des risques minimaux, on apprend, parce que c'est aussi ça chez nous les Africains. On veut tout apprendre, on veut tout comprendre avant de se lancer. Mais les autres ne comprennent pas ça. Ils arrivent, ils tapent le terrain, ils disent que ouais, ça peut marcher. Ok, d'accord, ils commencent progressivement. Vous voyez des personnes qui arrivent en Afrique, je prends toujours l'exemple chez les Maghrébins. Ils arrivent, ils ont une petite boutique, après le père fait venir le fils, et regarde un peu comment ça se fait, ils vont l'étude de marché, après ils vont passer d'un supermarché à un autre, après ils ont toute une chaîne de supermarchés chez nous. Et nous sommes là. Après 10 ans, nous sommes là. Après 20 ans, nous sommes là. 30 ans, nous sommes là. Et on ne fait toujours rien. Donc, j'appelle tous les Africains de comprendre, les entrepreneurs aujourd'hui africains, de comprendre que vraiment, c'est important que nous puissions, c'est vrai, l'agriculture, nous avons les matières premières, mais nous ne pourrons pas nous développer juste avec nos matières premières. Il faudrait qu'on aille, on cherche à l'extérieur et qu'on ramène non seulement des produits déjà consommables, mais aussi de la compétence pour pouvoir transformer nos matériaux. Et c'est un peu ça, c'est très important. Avant de finir, peut-être une dernière question. En termes de stratégie d'attaque, quel est le conseil que vous pouvez donner aux entrepreneurs africains? Faut-il aller en personne lambda, se définir comme une personne morale, ou alors se mettre en groupe? Quelle est la meilleure stratégie d'attaque pour faire de l'impact en Chine? D'accord. Moi, je pense on peut commencer comme une personne lambda, mais on doit penser à devenir une personne morale et ensuite rentrer dans des partenariats. Parce que on est fort seul, mais on n'est pas puissant. On ne peut pas être puissant. On peut être fort sur du court terme, mais on ne peut pas être fort toujours. Donc, il faut vraiment déjà se formaliser. On peut commencer pour comprendre comment ça se passe seul. Et après ça, on se constitue en personne morale pour avoir plus d'influence. Parce que même quand vous rentrez vous allez chez les Chinois, chez des fournisseurs chinois, vous avez plus d'influence quand vous êtes une personne morale. Parce qu'ils comprennent que vous pouvez dominer un secteur de marché chez vous. Et après, on doit se mettre ensemble. Et c'est ça le plus gros problème aujourd'hui chez nous, les Africains. On ne peut pas se mettre ensemble. Parce qu'on devrait se mettre normalement ensemble, même si c'est 100 Africains, pour construire déjà des unités de production ou de reproduction ici, chez nous. On peut faire progressivement. Mais chez nous, en Afrique, on aime dire, c'est moi le patron, c'est moi qui suis, c'est moi. Mais si on abandonne un peu cette idée-là, moi je vais dire, ce mindset, cette culture, il y a quelque chose que je voulais dire, mais ça me passe pas à la tête. Cette manière-là, c'est vraiment, on pourra s'en sortir. Mais il faut commencer, il faut comprendre il faut commencer quelque part, et voilà, c'est très important. Mais être ensemble pour réunir. Merci beaucoup, Monsieur Maxime. Nous avons été heureux de vous recevoir encore sur ce plateau, et merci pour toutes ces informations que vous avez partagées avec nous. On le rappelle, vous êtes entrepreneur, afropreneur aujourd'hui, et vous vous démarquez dans le domaine de l'import-export avec la Chine. Vous l'aurez compris, seul, on est fort, mais ensemble, nous sommes puissants. Voilà la résolution avec laquelle nous devons quitter ce plateau aujourd'hui. La décision de pouvoir se mettre ensemble pour avancer et pour faire de l'impact dans notre société africaine aujourd'hui qui a besoin de chacun d'entre nous. C'était Business avec la Chine, votre émission de décryptage sur les opportunités de business en Chine, notamment dans l'import-export. Nous prenons rendez-vous pour une autre capsule. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire.